Thème 2, les principes de la défense nationale, chapitre 1, l'organisation de la défense nationale. Sous l'Ancien Régime, les armées étaient constituées majoritairement de professionnels ou de mercenaires jusqu'à la fin du XVIIIe siècle, même s'il existait des milices provinciales constituées par tirage au sort des sujets du roi. En 1793, après la Révolution française, on est en pleine guerre contre les monarchies européennes. La Convention nationale va donc décréter ce que l'on appelle la levée en masse. Tous les citoyens peuvent être mobilisés pour défendre la nation. L'armée devient celle du peuple et non plus celle du roi. À la fin du XVIIIe siècle et surtout au début du XIXe siècle, ce que l'on appelle la conscription va s'organiser progressivement. C'est surtout sur la Troisième République, après la défaite de 1870 contre la Prusse, que le service militaire devient obligatoire. En août 1914, la France va décréter la mobilisation générale. Des millions d'hommes sont appelés sous les drapeaux pour défendre la patrie. La société entière va être transformée par la guerre. Les femmes remplacent les hommes dans les usines et les champs, l'économie est orientée vers l'effort de guerre. Les pertes humaines de la Première Guerre mondiale sont immenses et près d'1,4 million de soldats français vont mourir durant ce conflit. On va avoir une deuxième itération de la mobilisation générale en 1939. Cette dernière est de nouveau décrétée après l'invasion de la Pologne par Adolf Hitler. Après la défaite de 1940, le pays est occupé et divisé. La guerre entraîne des destructions, des pénuries, des déplacements de population et des traumatismes durables. Dans les deux cas qui nous intéressent, la mobilisation générale montre que la guerre concerne toute la nation et pas seulement les soldats. Après 1945, le service militaire va rester obligatoire. Il dure plusieurs mois et concerne uniquement les hommes. Il sert à défendre le territoire, former des soldats en cas de conflit et à renforcer le sentiment d'appartenance à la nation. Dans les années 60 à 90, il dure environ 12 mois. En 1996, le président de la République de l'époque, Jacques Chirac, annonce la fin du service militaire obligatoire. Plusieurs raisons viennent expliquer cette décision. La fin de la guerre froide vient réduire le risque d'une invasion massive du territoire français. Les conflits deviennent plus localisés et plus techniques. Les armées ont donc besoin de soldats très formés, capables d'intervenir rapidement à l'étranger. Une armée professionnelle est donc jugée bien plus efficace et plus adaptée aux nouvelles menaces comme le terrorisme. Le service militaire est donc officiellement suspendu en 1997. La France passe officiellement à une armée professionnelle ou armée de métier. Les casques bleus sont les forces de maintien de la paix au sein de l'Organisation des Nations Unies. Leur mission est de surveiller un cessez-le-feu, de protéger des civils et d'accompagner les processus de paix mis en place à l'issue de conflits. La France participe régulièrement à ces missions. Elle est un membre permanent du Conseil de sécurité de l'ONU, ce qui lui donne une responsabilité particulière dans le maintien de la paix internationale. La France possède l'arme nucléaire depuis 1960. Elle fait partie des puissances nucléaires reconnues. La stratégie française repose en partie sur ce que l'on appelle la dissuasion nucléaire. L'idée, c'est qu'une éventuelle attaque contre la France entraînerait une riposte avec l'usage du nucléaire, ce qui doit décourager tout adversaire. La dissuasion nucléaire française repose sur deux composantes principales, des sous-marins nucléaires lanceurs d'engins et des avions capables d'emporter des missiles nucléaires. Vous allez voir sur la carte ci-après la répartition des armes nucléaires en France. La défense française repose sur plusieurs forces, l'armée de terre, la marine nationale, l'armée de l'air et de l'espace et la gendarmerie nationale. Je vous encourage à refaire dans votre cahier le schéma se situant sur la slide suivante. Veuillez tout d'abord laisser un... Le président de la République est le chef des armées et il décide de l'engagement des forces dans un conflit. Le Premier ministre dirige l'action du gouvernement, il est responsable de la défense nationale au quotidien, veille à l'application des décisions. Il coordonne les ministres concernés et plus particulièrement le ministre des Armées ou ministre de la Défense. Le Parlement joue un rôle essentiel. Il vote le budget des armées dans la loi de finances, il contrôle l'action du gouvernement et depuis la révision constitutionnelle de 2008, le gouvernement doit informer le Parlement dans les 3 jours après le début d'une opération extérieure. Et si cette dernière dure plus de 4 mois, le Parlement doit autoriser sa prolongation.
Les OPEX, ce sont les opérations extérieures, c'est-à-dire les interventions militaires françaises qui ont lieu en dehors du territoire national. On peut citer quelques exemples récents comme l'opération Serval au Mali, l'opération Barkhane au Sahel ou l'opération Shalmal en Irak et en Syrie. Ces récentes opérations ont surtout visé à lutter contre le terrorisme, à stabiliser des régions en crise et à protéger les intérêts français. Quelques Elle doit précisions également d'importance. contribuer Il à la n'existe sécurité pas d'armée en européenne Europe et à la et il est sécurité interdit internationale en dans le France cadre d'avoir des une armée organisations régionale car la dans défense laquelle la est France une est engagée, prérogative comme exclusive de l'OTAN l'État. ou l'ONU. Les militaires français peuvent également être amenés à intervenir dans des cadres dits humanitaires, des secours aux populations après une catastrophe naturelle ou dans le cadre d'une pandémie par exemple. Depuis la suspension du service militaire en 1997 par Jacques Chirac, la France a mis en place un parcours citoyen de défense pour remplacer plus ou moins le service militaire. L'objectif en est double, transmettre une culture de la défense et maintenir le lien entre la nation et son armée. L'enseignement de la défense est intégré au programme d'histoire, de géographie et d'enseignement moral et civique au travers de plusieurs chapitres, celui que vous êtes en train d'étudier actuellement sur la défense nationale, mais également celui sur les institutions de la République, entre autres. L'objectif est de faire comprendre comment la France se défend, qui décide, comment les institutions démocratiques encadrent l'usage de la force. Le recensement est obligatoire pour tout citoyen français à l'âge de 16 ans. Il doit se faire auprès de la mairie du domicile ou à l'ambassade ou au consulat pour les Français vivant à l'étranger. Il permet d'être inscrit automatiquement sur les listes électorales à 18 ans, d'être convoqué à la journée de défense et de citoyenneté et de pouvoir accéder aux examens nationaux. En effet, vous est remis lors du recensement une attestation qui permet de s'inscrire au baccalauréat ou au permis de conduire. Ce recensement marque symboliquement l'entrée dans la citoyenneté. Les jeunes Français sont ensuite convoqués à ce qu'on appelle la journée de défense et de citoyenneté qui remplace la JAPD depuis 2011. Cette journée a pour objectif de présenter les missions des armées, d'expliquer les enjeux de sécurité actuels, de sensibiliser aux valeurs républicaines et de détecter d'éventuelles difficultés de lecture. Elle est obligatoire pour les filles comme pour les garçons. La journée comprend plusieurs temps, dont des présentations sur la défense, des échanges avec les militaires, une information sur les possibilités d'engagement et à la fin de la journée, une attestation obligatoire et remise, utile pour de très nombreuses démarches administratives. Même sans service militaire, il existe diverses formes d'engagement auxquelles les jeunes peuvent prendre part. Ils peuvent devenir militaires de carrière, en effet, ou faire partie de la réserve opérationnelle ou prendre part à ce que l'on appelle le service civique. En 2019, sous la présidence d'Emmanuel Macron, a été lancé ce que l'on appelle le service national universel, souvent appelé SNU, qui ne vise pas à remplacer le service militaire, mais à mettre en place des stages de cohésion nationale et à renforcer l'engagement des jeunes. Cela repose sur le volontariat, même si le débat sur son éventuelle généralisation a existé. Dans un climat international tendu, marqué par la guerre en Ukraine et le retour de conflits de haute intensité, les débats sont vifs en France sur la préparation des jeunes à un éventuel conflit. Faut-il renforcer la culture de la défense ? Faut-il développer davantage la réserve ? Faut-il rendre certaines formations obligatoires ? Certains plaident même pour un retour du service militaire. Le gouvernement actuel insiste sur le renforcement de la réserve, l'augmentation du budget de la défense et le développement de ce que l'on appelle l'esprit de résilience. Pour conclure, depuis la Révolution française, la défense nationale a profondément évolué. La France est passée d'une armée de conscrits mobilisant toute une population en temps de guerre à une armée professionnelle engagée dans des opérations majoritairement extérieures. La défense nationale repose aujourd'hui sur des institutions démocratiques, un contrôle parlementaire, une armée moderne et une stratégie de dissuasion nucléaire. Elle concerne l'ensemble des citoyens qui sont informés et sensibilisés aux enjeux de défense dès le collège.